3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est à nos côtés, le président de YAM Capital. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Zakaria Darwish d'être avec nous également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Et Nicolas Gottsman est également à nos côtés. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. La course aux baisses de taux est lancée, en tout cas du côté des investisseurs et des marchés pour 2024. Nicolas, alors appuyé par des données qui montrent une accélération de la désinflation, un élargissement même peut-être du phénomène désinflationniste observé ces derniers mois, et des discours de banquiers centraux qui commencent à changer de ton, à commencer par des banquiers centraux clés au sein des institutions européennes ou américaines. Je pense notamment au discours d'Isabelle Schnabel il y a quelques jours. Quand les faits changent, je change d'avis, nous dit Isabelle Schnabel, qui reprend une maxime, je crois qu'on a attribué à Keynes historiquement. Chris Waller, je cite un gouverneur de la Fed aussi emblématique, clé de la réflexion que mène la Réserve fédérale américaine, qui lui aussi estime que la poursuite de l'inflation, de la désinflation va permettre à la Fed de recalibrer sa politique monétaire l'an prochain. Qu'est-ce que vous comprenez de la fonction de réaction de ces deux grandes banques centrales dans cette phase de désinflation et en vue de 2024, puisqu'on s'autorise désormais à évoquer la possibilité de baisse de taux? Alors, je pense que vous avez raison d'évoquer les discours de Schnabel et Waller, qui sont effectivement sans doute, en dehors des présidents, à chaque fois la personnalité la plus importante de chaque banque centrale dans le board. Et cette séquence-là, elle a commencé le 3 novembre avec un discours de Isabelle Schnabel qui s'appelle The Last Mile, en gros le dernier kilomètre, qui indiquait que si on avait une baisse de l'inflation qui avait été très rapide jusqu'à présent, le dernier kilomètre passé de 3 à 2 serait extrêmement difficile à atteindre, tout en marquant que les prévisions de la BCE laissaient entendre que ce passage de 3 à 2 se ferait d'ici le Q4 2025, c'est-à-dire 2 ans. Il nous faudrait 2 ans. Quelques jours plus tard, Chris Waller prend la parole. Il est réputé comme étant plutôt un faucon au sein de la Fed. Et il indique dans son discours que finalement, quand il prend les données d'inflation aux États-Unis, il indique par exemple que le core CPI, donc ce qui n'est pas la mesure officielle de la Fed, mais une mesure d'inflation qui est identique par contre à celle de la BCE, en construction, et en indiquant que sur le séquençage 3 mois, on était à 3,4% aux États-Unis. Et il conclut son discours par des questions-réponses où il indique qu'il lui faudrait encore 3, 4, 5 mois de ce type de données pour pouvoir être en position de baisser les taux. Donc ce qui mettait, on va dire, la situation très favorable. Et en fait, ce n'était pas du tout pour un ralentissement économique, c'était simplement si l'inflation revient à un niveau qui est à peu près agréable, on sera en position de baisser les taux. Sauf que du coup, ça ne correspond pas tout à fait avec ce que disait Isabelle Schnabel. Et quelques jours plus tard, on a l'inflation européenne qui est publiée. Et en fait, sur le séquençage 3 mois, c'est-à-dire la mesure prise en compte par Chris Waller pour vraiment justifier sa position, on arrive en zone euro à 0,7%. C'est-à-dire avec un décalage absolument gigantesque et qui montre que la désinflation en zone euro est beaucoup plus rapide que celle qui a eu lieu aux États-Unis, qui montre la différence de nature. Je pense que sur la différence de nature d'inflation entre zone euro et États-Unis, on a 3 composantes aux États-Unis: les chaînes de production, l'énergie et la demande aux États-Unis. Et en Europe, on a les chaînes de production, l'énergie, mais pas la demande. Et donc, à partir du moment où on a tapé un plus haut, on a eu une décélération très rapide, alors qu'on a eu une persistance de l'inflation qui a duré quasiment 2 ans aux États-Unis, ce qui est 2 profils très différents. Et par contre, la réaction de la BCE a été identique à celle de la Fed, comme s'il y avait eu la demande. Donc voilà, c'est ce qui explique la situation actuelle. Et donc, évidemment, dans cette situation-là, de se rendre compte que finalement, avec la publication quelques jours plus tard, après le discours d'Isabelle Schnabel, d'une inflation qui était déjà en dessous de 3% sur les séquençages, en dessous de 2% sur le séquençage court terme, en fait, son discours qui disait qu'il faudrait 2 ans ne tient plus du tout. Donc, et donc, elle dit, les faits changent, je change d'avis. Oui. Alors soit, mais du coup, il faut peut-être de changer de politique aussi, mais pour le moment, ce n'est pas encore prévu. Mais par contre, je pense que le marché a commencé à comprendre effectivement le signal qui avait été lancé. C'est que les arguments qui ont été développés par la BCE au cours de cette année sont tombés les uns après les autres, et que donc ils sont dans une position aujourd'hui, ils sont même plus restrictifs que la Fed, et que donc dans une configuration où la croissance qui est tombée aujourd'hui est à 0% sur l'année entre le Q3 2022 et le Q3 2023 contre 3% aux États-Unis, que véritablement il y a un problème, que sans doute que la BCE a été trop agressive dans sa réaction, et que peut-être donc elle doit corriger le tir. Mais la difficulté, évidemment, c'est que la composition du board de la BCE est beaucoup plus au quiche que celui de la Fed, et qu'il y aura une volonté sans doute. Le consensus sera peut-être plus difficile à former au sein de la BCE qu'au sein de la Fed. C'est ça. Et je pense qu'il faut se rendre compte que dans les conditions actuelles de la macroéconomie européenne, la Fed aurait déjà baissé ses taux. Mais la BCE ne le fait pas.
ce que vous décrivez là, Nicolas, sur la base de ces discours clés de Chris Waller côté Fed, de Isabelle Schnabel côté BCE, est-ce que ça aide à comprendre le calendrier de baisse de taux tel que le marché l'anticipe pour l'an prochain? Est-ce que c'est un calendrier qui vous paraît cohérent? Alors, pour les États-Unis, je pense que le marché a sans doute une réaction qui me semble assez négative, c'est-à-dire que le marché considère aujourd'hui qu'il va y avoir un ralentissement peut-être plus important que ce qu'imagine la Fed et que ce ralentissement va provoquer la réaction de la Fed. C'est la grande nouveauté, je pense, aujourd'hui par rapport à l'année dernière, c'est que si on a un ralentissement économique, l'année dernière, l'inflation était trop élevée, la Fed n'aurait pas baissé ses taux. Aujourd'hui, elle a l'imposition de le faire. Si le marché de l'emploi ou la croissance commence à être endommagée, ils réagiront, à mon avis, immédiatement. Par contre, la BCE, c'est une situation effectivement différente. Mais pour, encore une fois, la Fed, donc le marché anticipe un ralentissement peut-être plus prononcé que la Fed ne l'imagine. Je pense qu'il y a quand même une bonne chance qu'il y ait une résistance comme à un certain stade, à un certain point. Voilà, un certain stade, et qu'on peut avoir une croissance de l'économie américaine qui se poursuit, et que donc la baisse de taux ne sera actée qu'à partir du moment où ils seront confortables sur le niveau d'inflation, puisque s'il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas d'urgence à agir. Par contre, dès qu'ils seront revenus à un niveau qui sera un petit peu supérieur à 2%, ils vont baisser les taux assez rapidement, à mon avis. Ouais. Par contre, la BCE, je pense qu'il va y avoir une pression politique, sans doute des discussions qui seront plus intenses en interne au sein du board, parce que les chiffres qui sont sortis sont quand même presque inquiétants en termes d'inflation. Et donc, il doit y avoir une réaction, et qu'à partir du moment où vous voyez, comme c'est le cas actuellement, un retournement également du marché de l'emploi, sans doute les gouvernements vont mettre une pression un peu plus importante sur leurs gouverneurs. Bon, je rappelle, il y a des pays, alors il y a des effets domestiques, mais bon, l'Italie est à moins d'1% d'inflation sur un an. Je crois qu'il y a même des pays, des pays qui sont négatifs. Qui sont négatifs. C'est ça. Pays-Bas? Non, les Pays-Bas sont négatifs. Ouais. D'autres, je sais. C'est pas homogène. Ouais. Tout ça n'est pas très homogène, mais il y a des situations, effectivement, où on a vu une désinflation très rapide et à des niveaux qu'on n'attendait pas forcément à ce stade de l'année 2023. Bon, c'est quand même fascinant ces histoires, Zachary. On a passé le marché a passé tout l'été à évaluer, réévaluer le higher for longer qui était le mantra des banques centrales à l'époque, et puis en quelques semaines, on passe effectivement d'un marché qui anticipe ce higher for longer, les 10 ans à 5% aux États-Unis fin octobre, et en quelques semaines, boum, c'est la course aux baisses de taux dans le marché. Oui, tout à fait. En fait, on voit un pricing qui a complètement évolué, sachant qu'on a vécu quand même un mois d'octobre où on a eu une accélération des hausses des taux, donc un pari dans l'autre sens, en fait, plutôt inverse. Donc, ce qu'on peut en fait retenir déjà de cette image-là, c'est que en fait, on a toujours une volatilité qui est extrêmement élevée au niveau des taux d'intérêt. Quand on regarde par exemple l'indice MOVE, qui est un indice de volatilité implicite des taux d'intérêt, en fait, on est rentré dans une séquence lors du début du resserrement monétaire, que ce soit aux États-Unis ou d'ailleurs en Europe, c'est la même image. Début 2022, et on n'est toujours pas sorti de cette séquence-là. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement les taux d'intérêt reprice un scénario qui est différent, mais au fait, chaque repricing se fait d'une façon extrêmement violente. Donc on voit, par exemple, là, comme on le soulignait, c'était l'affaire de quelques jours, finalement, cette grosse baisse des taux et ce changement complètement de paradigme. Après, effectivement, il y a un signal qui est fort, celui des deux banquiers centraux. J'ai un collègue qui formulait de façon assez sympathique en disant d'habitude, les faucons fauconnent et les colons colombent. Et là, en l'occurrence, quand il y a des faucons qui donnent une image qui est différente, c'est un signal pour le marché. Et on peut l'interpréter comme la préparation des investisseurs à ce fameux pivot. Après, effectivement, le timing interroge parce que, en fait, on n'est pas... Effectivement, on a des chiffres d'inflation qui sont plus encourageants dans le sens où ça va dans le bon sens. On voit dans les anticipations d'inflation longue, ils sont tous retombés autour des 2%, 2,05 en zone euro, 2,20 aux US. C'est-à-dire que quelque part, en fait, on a la crédibilité de la Banque centrale sur le fait que l'inflation est complètement contrôlée. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais en même temps, en fait, on voit des pricing de taux à partir du mois de mars, ce qu'un autre banquier central de la BCE a décrit avant-hier comme étant de la science-fiction. Oui, c'est ça. Donc, Casimir, Peter Casimir. Voilà, tout à fait, slovaque. Et donc, en fait, encore une fois, ce qu'on peut retenir de cette séquence-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes. Et le fait que les banquiers centraux se cachent toujours derrière cette data dependency. Donc, en fait, on va avoir les prochains chiffres d'inflation qui vont
peut-être redicter un nouveau scénario de chemin à court terme, en tout cas. Et de ce point de vue-là, puisqu'on est tous dépendants aux données, le marché en premier lieu, les banquiers centraux de ce qu'ils nous disent, en tout cas, est-ce qu'il y a un risque de facteur rebond de l'inflation sur, je sais pas, sur les prochains prints, décembre, janvier, février, sur la prochaine séquence là? Par exemple, en fait, si on regarde la zone euro, donc on a printé à 2,4 de l'inflation totale fin novembre. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont en tête qu'en décembre, ça va printer au-dessus de 3, très probablement. D'accord. Il y a un effet, il y a différents effets de base qui jouent. Il y a l'inflation, il y a l'énergie qui était au plus haut historique. Il y a un an et un mois, donc là ça va pas forcément jouer autant. Donc il y a différents éléments qui vont faire que ce prochain chiffre va être plus élevé, beaucoup plus élevé que le chiffre du mois dernier. Après, est-ce qu'on va être plus sensible? Déjà, il y a l'incertitude sur le chiffre, mais est-ce que le marché va être plus sensible au fait qu'on revient au-dessus de 3, donc finalement le job n'est pas complètement fait? Ou est-ce qu'on va être plus sensible à la surprise par rapport à cette anticipation-là? C'est gros point d'interrogation là-dessus. En tout cas, à court terme, le chemin n'est pas encore complètement tracé. Ouais. Bon. Volatilité, ça reste effectivement, vous dites, on reste dans un schéma où le marché obligataire n'a pas encore trouvé son équilibre par rapport au scénario de 2024. Tout à fait, voilà, et c'est exactement ça. Yves, vos commentaires sur cette séquence, cette idée du pivot des banques centrales, ce que ça implique pour les marchés, pour les investisseurs, et puis, encore une fois, le marché vit toujours un peu dans le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit un calendrier de baisse de taux assez dense, assez intense pour 2024, et en même temps, on a toujours ce narratif du soft landing, en tout cas pour l'économie américaine, là aussi, qui est alimenté par des données. Alors, on regarde des données dures, des données d'enquête, etc. Tout ne dit pas la même chose forcément, mais au global, on a quand même encore une économie américaine qui a sorti un Q3 révisé à la hausse à plus de 5% de croissance. Ah oui, l'économie américaine est toujours aussi surprenante dans sa résilience. Après, sur le sujet de l'inflation, qui est central, moi je me garderais d'être péremptoire parce que ce sont des mécanismes complexes. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit qu'en Europe, effectivement, le vrai mécanisme inflationniste de boucle salaire-prix c'était un petit peu enclenché, mais finalement dérape un peu. Donc on voit bien qu'au-delà de ce qui s'est passé avec ces très grandes volatilités sur le prix, en fait sur la partie non-core de l'inflation, on est toujours dans une tendance finalement relativement modeste. Et je suis moi-même surpris par la vitesse de décélération des derniers indicateurs. C'est pour ça qu'il faut se garder d'être très péremptoire. Deuxièmement, là, vous allez me reconnaître, je serai un peu plus brutal, mais concernant... moi, je trouve les marchés plutôt plus, comment dirais-je, plus fins dans leur appréciation, même s'il y a de la volatilité, que le banquier central, qui tient des postures, mais qui n'y comprend toujours pas grand-chose, si ce n'est à contre-temps. On l'a vu il y a 2 ans, on l'avait vu auparavant, et là, de nouveau, on a un effet de surprise. Mais ça, c'est un petit peu normal. Surtout quand on se remémore que le banquier central, en tout cas européen, est passé du forward guidance au data dependence, qui veut dire, en gros, j'en sais rien. Donc il faut quand même avoir ça en toile de fond, au-delà des postures, des débats, etc. Data dependence, mais on nous dit quand même, Christine Lagarde, il n'y a pas si longtemps, pas de baisse de taux avant au moins 2 trimestres, etc. Donc on se permet quand même de donner des... Il dit la même chose pour décembre 2022. Oui, je sais, mais bien sûr. Donc on dit qu'il n'y a plus de forward guidance, mais on livre encore des messages pour essayer de guider des anticipations de marché quand même. Je crois que si on veut avoir des visions... Mais ce qui rend le truc encore plus embrouillé, pour dire les choses. C'est ça, on va être d'accord tous les deux. Je pense que si on va avoir une vision claire, prendre un peu de recul, il faut finalement pas trop écouter le banquier central, en tout cas quand il a des postures qui sont avant tout politiques et pas techniques. Voilà. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'effectivement on a basculé très vite. N'oublions pas, parce qu'on a mentionné le mois d'octobre où il y avait une tension sur le marché obligataire, une accélération, qu'il y avait aussi un calendrier d'émissions qui avait fait, on en avait parlé, que voilà, donc on a eu un effet un peu perturbateur dans la vision de l'évolution du marché en raison de ce passage très tactique, technique, qui fait que là, effectivement, le décrochage sur la courbe des taux longs, on a 100 points de base de recul quasi en 5 semaines, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant et que ça alimente avec les statistiques cette impression
comme ça effectivement de retournement et de pivots rapprochés, et puisqu'on voit maintenant des économistes qui anticipent, je crois que j'ai cru voir 3-4 baisses de taux, et même rapidement pour la Banque Centrale Européenne en 2024. Oui. Alors, Goldman dit à partir de mars, c'est chaque meeting. Avril et à chaque meeting, 25 points de base de baisse maintenant. Pour la BCE chez Goldman Sachs. L'effet sur le prix des actifs, en général, est évidemment rapide, d'autant que la tension avait été quand même très forte depuis les 18 mois précédents. Ouais. Alors peut-être qu'à très court terme, on est allé un peu vite, mais bon, c'est la bonne période, on le sait bien, Noël, début d'année. Donc, ce qu'il faut retenir derrière tout ça, c'est que manifestement, pour les 12 mois et peut-être au-delà qui viennent, on rentre quand même dans une phase de nouveau, alors à quelle intensité ? Je ne sais pas trop, c'est notre débat, d'accommodation monétaire. J'entends. En tout cas, J'entends. Et, ou d'ailleurs, budgétaire, toujours. Peut-être pas en Europe, mais aux États-Unis, on est situation. Parce que finalement, on a eu un palliatif ces 12-18 derniers mois, une tension très rapide des conditions monétaires, là, je pense vraiment à ce qui s'est passé aux États-Unis, par un dérapage au niveau budgétaire. Un choc budgétaire. Un choc. Qui finalement, tout ça, c'est quoi la conclusion de tout ça ? Finalement, quand on a passé un peu les ornières, tout va très bien, quoi, en gros. En tout cas, pour les investisseurs de marché, il y a des moments, des séquences un peu volatiles, mais alors de là à avoir des prévisions hyper optimistes pour 2024, je m'en garderai bien. Quand même. Ce qu'on a vu en novembre, là, c'est déjà l'idée qu'on a consommé un peu de l'upside de 2024 en avance. Ouais, j'ai un peu cette. On peut, le marché a le droit, mais ça de moins peut-être pour 24. Actuellement, mon sentiment alterne entre cet effet-là, quand même, on a un retournement, une progression rapide du prix, par exemple. Oui, mais quand l'effet change, ça change d'avis. Et c'est pareil pour les marchés. Et en même temps, non, mais si la donne change, on en prend acte. Et on ne va pas attendre 6 mois avant de prendre acte que la donne ait changé. Fait son boulot, bien sûr. Et quand on regarde le marché, par exemple, l'action dans sa granularité, là, on est quand même très rassuré par le fait que ces dernières semaines, ces 15 derniers jours, on a une propagation du retournement de tendance. Moi, je le constate à travers une lecture, un outil de screening, où là, on voit que la hausse commence à se transmettre. L'appétit s'élargit. Absolument. Sur du défensif, du cyclique. Évidemment, le moteur qui était le plus résilient toute l'année, qui a permis au moteur de tourner, était le moteur américain sur certains segments de la techno. Et celui-là ne s'est pas arrêté de tourner. Et là, il est en train, à la faveur de ce retournement, de cette accommodation monétaire, cet assouplissement des conditions financières, diraient les banques centrales, d'entraîner le moteur des actifs longs. Un petit peu ma lecture des choses. La duration à payer en novembre. Est-ce que l'idée d'un soft landing américain est cohérente avec l'autre idée que le marché défend, c'est-à-dire 125 points de base de baisse de taux aux États-Unis l'an prochain, Nicolas? Pas trop. Donc, est-ce que l'économiste que vous êtes se dit j'écoute le marché et peut-être que le chemin du soft landing est en train de se rétrécir? C'est ce que pense le marché. C'est ce que pense le marché, ou en tant qu'économiste, est-ce que vous avez une vision différente avec toujours le chemin du soft landing? Je pense que le soft landing est toujours possible. Et est-ce que ce chemin s'élargit? Alors, je ne dirais pas qu'il s'élargit, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a un ralentissement. Alors, sur les salaires, on est en train de revenir à la zone qu'on avait pré-pandémique. Sur les créations d'emplois, on est exactement au niveau pré-pandémique. Donc, on est dans une situation qui est confortable pour le moment. Par contre, on peut avoir effectivement, si jamais on a un dérapage et que l'économie est touchée, ce que je disais avant, la Fed n'hésitera pas à intervenir. Je pense que donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ce qui est plutôt vraiment rassurant, c'est que en fait, le put de la Fed, il n'est pas sur le marché action, et le put de la Fed, il est sur la situation économique américaine. Si jamais c'est touché, on aura une intervention qui permettra donc de corriger le tir de façon assez satisfaisante. Mais effectivement, pour le moment, le marché considère qu'il va plutôt y avoir un ralentissement qui provoquerait donc une réaction plus forte que la Fed, par rapport à ce que anticipe la Fed elle-même. C'est-à-dire que la Fed anticipe qu'elle aura toujours une croissance de 1,5%, qu'elle aura des créations d'emplois, et donc elle aura peut-être besoin de baisser ses taux moins rapidement que ce que anticipe le marché aujourd'hui. Mais encore une fois, ça sera sans doute un peu entre les deux. On voit les scénarios sont là. Goldman prévoit toujours aussi une croissance qui soit résiliente pour l'année 2024, un peu comme se colle, on va dire plus ou moins sur le scénario de la Fed, et on a un marché qui est un peu plus en
en défiance par rapport à ça. C'est des questions qu'on ne se pose pas malheureusement en zone euro. D'ailleurs, avec les chiffres du PIB qu'on a eu aujourd'hui, en fait, et on voit la grande différence qui existe entre les deux zones, c'est qu'on a la croissance de la consommation américaine entre la fin 2019 et le Q3 2023, c'est plus 9,8%. Donc c'est quasiment un rythme de 2% annuel. En zone euro, on est à plus 0,5% sur la même période. C'est-à-dire qu'en gros, on a 0 croissance contre 10% de l'autre côté. Donc il y a vraiment un décalage qui est absolument gigantesque. Encore une fois, on a une réaction qui est à peu près équivalente entre les deux zones. Et je pense que cette fonction de réaction entre les deux banques centrales, elle se voit très très bien dans ce qui s'est passé au mois de septembre cette année avec les réunions comparées des deux banques centrales. On a une banque centrale européenne qui publie des projections d'inflation faites par son staff, qui étaient à horizon 2 ans, parce que c'est à horizon moyen terme le mandat de la BCE, et à moyen terme, que qu'à 2025, c'était 1,9% d'inflation. Donc ça, c'est le staff qui prépare ça, qui montre ça au gouverneur, et les gouverneurs décident à ce moment-là de monter quand même leur taux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une inflation qui est inférieure au seuil auquel ils doivent aller, mais ils montent quand même leur taux. De l'autre côté, vous avez la Fed qui, lors de la même réunion, projette, elle, une inflation à 2,2% pour le même moment, et choisit de ne pas monter ses taux. Ce qui montre qu'il y a effectivement un privilège qui est donné à la croissance, à la création d'emplois et à la consommation aux États-Unis, comparativement à la zone euro, où on s'en moque un peu plus. Et donc, par contre, là, c'est ça qui est difficile à estimer en zone euro pour la baisse de taux, c'est que la décision va être plus politique qu'elle n'est économique, et de savoir effectivement quel va être le rapport de force entre les uns et les autres au sein de la BCE. Sur le plan économique, alors je ne veux pas comparer l'idée du soft landing américain à un soft landing européen, on ne part pas du même niveau, on ne va pas à la même vitesse. Voilà, donc bon, il y a une forme de médiocrité structurelle du point de vue économique, de la dynamique économique en Europe, mais quand même... 23 a été une année de déstockage. Il y a un moment où il y a quand même des phénomènes de restockage qui vont se mettre en place. Il y a peut-être des espoirs que la Chine puisse tenir aussi un niveau de croissance autour de 5% l'an prochain. Il y a aussi l'idée que dans certains pays de la zone euro, la France et l'Allemagne, il y a des niveaux, des stocks d'épargne qui sont quand même gigantesques, monstrueux, avec des écarts importants par rapport à la moyenne pré-Covid. Il y a quand même l'idée aussi que même s'il n'y a pas de boucle prix-salaire, la vitesse de désinflation amène quand même les salaires réels en territoire positif pour plusieurs mois devant nous. Non, mais j'allais dire, il y a aussi quand même des amortisseurs dans l'économie européenne. Je ne crois pas avoir parlé de récession sur la dernière année, la zone euro, c'était vraiment l'idée de stagnation, et je pense qu'on va rester sur cette idée de stagnation. La seule chose qui peut être un peu inquiétante là maintenant, et je pense que c'était l'hypothèse qui avait été formulée par Pierre-Olivier Grunschas, le chef économiste du FMI, qui disait cet été que finalement, en fait, la surprise qu'on avait sur la création d'emplois en Europe, elle était peut-être liée au fait que si on ajustait les salaires de l'inflation, en termes réels, en fait, la baisse des salaires, elle est vraiment là. Donc la baisse du coût du travail, elle est vraiment là en zone euro. Et donc ce qui a permis effectivement d'employer des gens à moindre coût en zone euro, et que maintenant que le phénomène est en train de se retourner, c'est-à-dire que les salaires progressent plus rapidement que l'inflation, on pourrait avoir un phénomène inverse qui commence à se mettre en place, et c'est ce à quoi on commence à assister, aussi bien en Allemagne, en France qu'en Italie. Et donc là, ça c'est un peu un risque, en tout cas sur l'espoir qu'on pouvait avoir d'une consommation qui reprend un petit peu, justement par le fait que l'inflation baisse et que les salaires restent à un niveau élevé. Si jamais on commence à sortir un peu des gens de leur emploi, on aura une neutralisation de cet effet-là, et donc une poursuite de la stagnation, ce qui me semble être le scénario privilégié. Bon. C'est plus stagflation, c'est stagnation. Là. Stagnation. C'est ça. C'est le phénomène habituel européen. Ouais. Bon. Stagflation, c'était pas non plus très réjouissant. Non, stagnation, on connaît. Zaccaria, question un peu technique, mais comment les banques centrales vont gérer la politique de taux et la politique de bilan? Parce que très bonne question. Non mais je comprends que donc il y a deux instruments. Je parle pas de la politique réglementaire, mais il y a quand même deux instruments majeurs pour la politique monétaire, taux et bilan. Donc le marché nous dit les taux vont baisser l'an prochain. On verra quand, dans quelle mesure, etc. Mais les bilans doivent aussi continuer de baisser. Donc on est toujours dans une forme de pilotage avec un pied sur l'accélérateur, l'accommodation, et un pied sur le frein, la restriction. C'est là où je dirais qu'il y a une divergence peut-être fondamentale entre la BCE et la Fed. Sur la Fed, on est dans un programme de quantitative tightening qui est lancé depuis quelques temps déjà. Et quand vous regardez au fait depuis le relèvement du seuil de la dette, vous voyez déjà en fait un déficit. On a déjà une situation de déficit qui n'est pas la même qu'en Europe. Il y a le sujet des émissions, il y a le supply, et en général, en fait, ces émissions-là, ils arrivent à un moment dans le cycle où la Banque centrale baisse ses taux.
Donc ça ne pose pas un sujet. Là, en fait, là, il y a des émissions au moment où la Banque centrale monte ses taux. Donc il y a ça, et c'est un premier sujet. Le deuxième, quand vous regardez les réserves dans les RRP, la facilité de la Fed, vous les voyez fondre, en fait. Ils sont en train de fondre. Donc finalement, en fait, la Fed, peut-être le sujet qu'elle aura, en fait, à pas si long terme que ça, c'est la question de réinjecter un peu des liquidités dans le système. Alors que, si je passe de l'autre côté de l'Atlantique et on parle de la BCE, le sujet de la BCE, c'est quand est-ce qu'ils arrêtent le PEP. Ouais. Donc en fait, on est toujours... En fait, il y a eu un allègement du côté de la Fed, mais en fait, la question qui se pose, c'est déjà l'étape d'après, alors que sur la BCE, il y a toujours le sujet de continuer à éteindre des programmes d'achat, alors qui ne sont plus des achats nets, mais qui sont des réinvestissements encore aujourd'hui. Oui. On avait gardé le PEP parce qu'il avait la flexibilité de négocier très habilement, de réorienter pour aider la dette de tel ou tel pays. On voit là maintenant avec l'Italie se porte très bien sans programme d'achat, la Grèce entre investment grade. Donc il n'y a pas de... Aujourd'hui, on dirait qu'en fait, on a moins besoin de cet élément-là. Il y a une fenêtre de tir pour éteindre ces programmes. Et voilà, tout à fait. D'accord. Et c'est en ça où je pense que la politique, autant la politique sur les taux, de la baisse des taux, il y aura certainement un phasage entre la BCE et la Fed, pas trop éloigné. Autant sur la politique de bilan, on pourrait potentiellement assister à une différence entre les deux zones, avec la Fed où il faut également en fait gérer le côté émission de la dette. J'entends. Qui viendrait poser là-dessus. Voilà. Et donc, on peut imaginer que la Fed ralentisse son QT l'année prochaine. Tout à fait, ouais. C'est un sujet qui, en mon sens, en fait, va venir probablement sur la table en 2024. Est-ce que la BCE, alors, tactique, mais s'enferme dans une séquence comme elle avait pu le faire au démarrage des hausses de taux? Il faut d'abord qu'on arrête les achats nets avant de monter les taux. Ça paraissait assez cohérent d'un point de vue de politique monétaire. Est-ce que là aussi, on va d'abord éteindre les réinvestissements du PEP avant de se dire qu'on pourra monter les taux, ou est-ce qu'on peut piloter les deux dans un espace de temps assez réduit Je pense que la BCE a tout intérêt à déphaser les deux. D'accord. Déjà, par rapport à... Distinguer les deux politiques. Par rapport à la séquence d'avant, justement, où elle a souffert de cet engagement, on va dire, de séquençage. Et deuxièmement, les deux allant dans des deux sens opposés, ça permettra de mieux calibrer, en fait, on va dire, l'assouplissement monétaire qui pourrait en résulter. Dans ce contexte, Yves, on a tous remarqué l'envolée de l'or. Alors ça s'est un peu calmé, mais les futurs ont printé 2150 $ l'once, record historique il y a à peine quelques jours, enfin en début de semaine. Parallèlement, l'or numérique, je ne sais pas si j'ai le droit, mais le Bitcoin a suivi également le même chemin, une forme de réveil avec un sprint final dans cette dernière séquence de 2023. Qu'est-ce que ça apporte comme élément de réflexion, d'analyse à ce que nous dit le marché aujourd'hui, Yves? Si on se met dans la position des aficionados de ce qu'on peut appeler des monnaies dures, qui sont l'or et Bitcoin, qui est encore un adolescent ou une adolescente, si on considère que c'est une monnaie, c'est finalement dans la logique. On va vous dire, le roc ne bouge pas, mais ce sont les devises dollar, euro traditionnelles qui, elles, dans les perspectives qu'on vient de commenter, sont dans une voie en termes de dévalorisation relative, en fait. Voilà, donc... Quand on regarde l'évolution de l'or depuis longtemps, il ne faut pas oublier que c'est une monnaie qui a 2500 ans de track record, qu'on a abandonné, pas totalement du bilan des banques centrales. Du coup, c'est plus vraiment une monnaie. Mais parce que or et Bitcoin, c'est quand même deux histoires différentes, même s'il y a une logique, un overlap, j'allais dire philosophique et voilà, un peu conceptuel. Mais concernant l'or, il se passe plein de choses. Il se passe aussi le phénomène il nous a pas échappé, qu'il y a l'émergence d'un monde, d'un système monétaire alternatif, parallèle, concurrent, qui est celui de la Chine, de la Russie, du Grand Sud, etc. Et que là, on a des banques centrales qui constamment, et depuis un certain temps, augmentent leurs réserves d'or, donc implicitement... Depuis 2022 notamment. Enfin, la rupture, elle est très nette. Oui, ils achètent. Mais 2022 a marqué quand même une nouvelle étape dans le rythme
rythme des achats d'or par les banques Absolument. centrales. Donc on a implicitement une devise chinoise qui, alors c'est pas dit officiellement, les réserves d'or n'ont pas bougé depuis très longtemps. Quand on regarde les statistiques de l'or en Chine, on sait que ces stocks sont très très volumineux puisqu'il y a des achats et qui se sont effectivement accélérés depuis 2 ans, très importants. Donc on a quelque part une monnaie entre guillemets gagée sur l'or. Alors le bilan de la Banque centrale chinoise a peut-être d'autres inconvénients. La devise chinoise, pas forcément la devise la plus attractive pour les investisseurs internationaux, mais en tout cas sur cet aspect-là, il y a cette forme de réflexion. Voilà. Donc ça aussi, ça alimente finalement un terreau fondamental, favorable. Ouais. Alors, dans un monde où on discute justement d'un retour à une forme d'accommodation monétaire, qu'on voit la plus grosse économie de la planète quand même déraper largement depuis pas mal de temps en termes budgétaires, qu'on a une échéance politique qui va nous amener sur ces 2 grandes rubriques-là, d'ailleurs, aussi des choses peut-être spectaculaires, je ne sais pas, hein. Et donc voilà, ça alimente cet effet-là. Et puis le 3e point, bien, c'est l'utilisation de ces outils qui sont en fait des monnaies ou des actifs qui ont vocation à être des monnaies, même si ce ne sont plus des monnaies de transaction, qui sont des outils de décorrélation pour une partie de la finance des investisseurs, des asset managers, et qui retrouvent donc une forme de légitimité. Un pouvoir décorrélant. Voilà. Concernant Bitcoin, le sujet, évidemment, Bitcoin est un outil qui a un phénomène de rareté programmée, une rareté encore plus forte que celle de l'or. Bitcoin a maintenant 14 ans et il se trouve qu'effectivement, il y a un redressement de sa valeur. Ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante pour Bitcoin, mais un redressement de sa valeur au moment où on parle de perspective de baisse des taux, qui est là aussi favorable à cet actif. Et il se trouve qu'on a une séquence, alors ça n'a aucune validation scientifique, ce que je vais vous dire, mais depuis sa création, des cycles de 4 ans, où on trouve une sorte comment dirais-je, de fonctionnement mécanique qui, pour l'instant, est 4 cycles. Donc, mais il y a des patterns. On commence l'histoire des patterns du Bitcoin commence juste, hein, mais... Il y a 4 patterns avec des corrections de 80% environ entre le pic vers le creux, cycles, et que là, il se trouve qu'on est dans la phase, depuis un an, une phase de retournement, à un moment où, évidemment, ça valide empiriquement ce qu'on observe depuis une petite quinzaine d'années. Voilà. Donc, effectivement, et puis une financiarisation, ça ne vous a pas échappé, qui est en train de grandir, d'avancer auprès de beaucoup d'investisseurs américains qui devrait, là aussi, donner... en tout cas, c'est ce qui est... pricé, la spéculation actuellement joue beaucoup sur cette financiarisation de cette monnaie numérique. Voilà. Sur les aspects budgétaires, Nicolas, comment vous regardez la perspective 2024 alors effectivement, une croissance américaine qui a largement été soutenue par les déficits, de manière volontaire, bien sûr. Élection à suivre en novembre 2024. Et puis la situation en Europe. On a une Allemagne qui s'entête visiblement quand même sur l'idée d'une règle d'or relativement stricte. Et un Eurogroupe en ce moment qui est censé se mettre d'accord sur un nouveau cadrage budgétaire pour l'an prochain. On a peu de doutes sur l'idée qu'il faudra peut-être un peu plus que cette réunion de l'Eurogroupe ou du Conseil européen la semaine prochaine pour avancer sur le sujet. Mais comment ce facteur budgétaire-là quel impact le facteur budgétaire va avoir pour vous en 2024 ? Alors pour les États-Unis, je crois qu'on le voit maintenant depuis l'élection de Donald Trump, comme c'est de lui dont il s'agit pour l'année suivante, qu'il y a peu de chances que la stratégie budgétaire américaine soit modifiée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un consensus bipartisan aujourd'hui aux États-Unis entre démocrates et républicains, même si les républicains aujourd'hui demandent des coupes budgétaires, je pense dans un horizon politique, mais la politique de Donald Trump n'a jamais été trop celle de la coupe budgétaire, et que donc on peut plutôt s'attendre à une poursuite effectivement des déficits aux États-Unis pour soutenir la croissance. Je pense que là vraiment il y a un consensus de l'ensemble des autorités économiques, la croissance maximale aux États-Unis. Donc je pense que de ce côté-là, on est et les déficits n'effraieront pas le prochain mandataire de la Maison-Blanche, quel qu'il soit. Je ne crois pas. Ça fait quand même longtemps que ça dure, et je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse modifier cette trajectoire-là. Ensuite, pour la zone euro, oui, on a des risques d'avoir, on va dire, des politiques, le début de politiques austéritaires qui se mettent en place en zone euro. Oui, sous impulsion allemande. Il y a
velléités, enfin des appels qui sont faits de la part de la Commission, qui sont faits aussi de la part de certains banquiers centraux. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'il y a eu aussi un refus de certains pays de se conformer à ce type de règles. On voit la France, on voit l'Italie notamment. Et je pense que ça fait partie de la négociation et que dans la perspective notamment des élections européennes l'année prochaine, il y a vraiment une volonté. Et quand on écoute aussi Mario Draghi, qui a aussi sans doute des ambitions pour ce qui peut se passer l'année prochaine, de voir qu'il y a une volonté de modifier cette trajectoire, enfin au moins le modèle de croissance européen, de passer vers un modèle qui ressemble un peu plus à celui des États-Unis, et que dans cette orientation-là, on aura éventuellement une chance d'avoir quelque chose qui soit un peu plus souple que cela, ce qui serait une modification structurelle européenne qui, à mon avis, serait de bon ton. Mais pour le moment, on n'en est vraiment qu'au stade des négociations, et tout dépendra aussi des équilibres politiques qu'on atteindra au cours de l'année prochaine. En tout cas... Donc vous ne voyez pas la fixation de règles budgétaires intervenir avant les prochaines élections? Pas sérieusement. Ou en tout cas des règles transitoires pour le coup, voilà, qui pourraient être mises en place peut-être des règles avant un cadrage plus définitif post-élection européenne. Peut-être des règles transitoires, mais je pense que le pays principal dans cette histoire-là, c'est évidemment l'Allemagne. C'est difficile quand même quand on est en Allemagne de ne pas se rendre compte que la production industrielle, qui est quand même le nerf de la guerre en Allemagne, est en baisse de 11% par rapport à 2017. C'est-à-dire qu'on a un rythme qui est en baisse vraiment de 2% par an depuis 2017. C'est antérieur au Covid. Il y a vraiment une problématique structurelle qui est en train de s'imprimer en Allemagne, qu'il faut changer de modèle. Pour le moment, apparemment, c'est pas encore monté tout à fait tout en haut. Ça arrive quand même, mais il serait voilà. Je pense qu'il y a cette nécessité de changer de modèle. Elle existe. Elle a été identifiée et diagnostiquée par pas mal de monde maintenant. C'est le temps politique qui est en train de se mettre en place. Ça va être long et lent, mais je pense qu'on y arrivera quand même. Il y a du côté des investisseurs obligataires, Zacharia, il y a une nouvelle une recomposition des marchés de dette souveraine en Europe. Traditionnellement, on avait le cœur, le semi-cœur, la périphérie. Ça existe peut-être toujours, mais on voit quand même les performances obligataires sur la périphérie aujourd'hui par rapport au cœur. Il valait mieux être sur l'Italie que sur l'Allemagne pour cette année 2023. On regarde des métriques de croissance. Alors certes, je regarde ça sur la séquence post-Covid. Je ne prends pas en compte l'avant-crise des dettes souveraines, mais on voit quand même qu'il y a des métriques beaucoup plus favorables pour des pays qu'on a eu le malheur d'appeler les pigs pendant quelques années quand même. Oui, clairement. Si on regarde la performance de cette année, en fait, c'est beaucoup plus lié à une disparition d'une prime de risque sur certains émetteurs qui étaient considérés comme risqués. L'Italie, c'est la situation économique, la situation de déficit et la situation politique. Oui. Du coup, il y avait beaucoup d'incertitudes et quelque part, l'Italie, pendant très longtemps, c'était pour les investisseurs surtout non européens, mais aussi certains investisseurs européens, c'était le proxy de couverture de risque. Ouais. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème sur l'Europe, ça se traduit sur le spread. Le baromètre du risque. Voilà, exactement. Et donc, on voit cette année, en fait, cette logique-là a complètement changé de chemin. Même si on avait, à certains moments, des tensions globalement sur le marché européen, sur les actions, sur le crédit, ça ne s'est pas du tout traduit sur le spread italien. Puis après, en fait, il y a effectivement... comme vous le soulignez, en fait, il y a eu des actions de rating sur beaucoup de pays. Et donc, on voit qu'il y a une amélioration quelque part, que ce soit sur le déficit, trajectoire de la dette, ou projeté, ou sur la croissance. Et donc, ces pays-là s'en sortent beaucoup mieux. Et effectivement, dans ce sens-là, cette prime de risque a de moins en moins lieu d'exister. Et ça traduit, en fait, ces performances qui sont plus positives. Effectivement, sur l'Allemagne, on ne peut pas dire que l'Allemagne... oui, la situation aujourd'hui est compliquée, mais l'Allemagne reste la plus grosse économie. L'Allemagne a une capacité de... quand on regarde la signature d'un pays, on lie en fait à la capacité à lever de la dette, et en fait, il n'y a pas de sujet de la dette, pardon, de l'impôt. Oui. Et du coup, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet là-dessus. De la dette, s'ils veulent, ils peuvent. Voilà, exactement. Je pense que personne leur refusera. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude sur ces pays-là. C'est plutôt les pays qui étaient perçus comme étant risqués, cette perception de risque est de moins en moins. Voilà, effectivement. C'est sur cette périphérie que la perception a changé plus que sur le dans ce sens-là, et ça rejoint l'histoire du PEPP, dans ce sens-là, c'est plutôt positif pour la cohésion européenne d'un point de vue solidité, on va dire, financière. Et ça, c'est mission accomplie pour la BCE, en l'occurrence. Un mot pour finir avec vous, Yves, sur le monde action. On a beaucoup décrit la fracture boursière au terme de cette année 2023. Voilà, si vous étiez trop éloigné des 7 magnifiques américains, finalement, vous étiez assez peu récompensé.
Est-ce que 2024 peut être une année un peu différente en termes de logique de marché de ce point de vue-là ? Dans la mesure où on s'inscrirait dans une logique de risk-on et de baisse de l'aversion au risque, puisque finalement cette concentration des performances, tant aux États-Unis mais aussi en Europe, a un peu joué l'effet de refuge. Oui, c'est ça. C'est le signe que les investisseurs cherchaient des refuges. Actions. On peut légitimement penser, en tout cas moi j'ai une assez forte conviction là-dessus, qu'il y a un phénomène de retour à la moyenne, donc de redistribution vers et on a des amorces de ce schéma-là. Vous disiez, la séance de lundi dernier, par exemple, assez symptomatique. On a vu une petite correction, pas très forte, après pas mal de séances de hausse du S&P, du Dow Jones et même du Nasdaq. Et on voit un Russell 2000 qui progresse de près de 1%. Donc là, on voit qu'il y a une extension en nombre de titres, participation qui est en train d'augmenter. C'est peut-être le début de ce mouvement. Donc ça voudrait dire retour de performance, en tout cas relative, probablement absolument relative, de petites, moyennes valeurs, de secteurs qui ont été très affectés l'année dernière. Donc voilà, de ce que j'appelais tout à l'heure un retour de participation du marché, avec une contre-performance au moins relative de celles qui ont été les stars de 2023. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Yves Maillot, IAM Capital, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Nicolas Gottsman, la financière de la Cité.